d'emploi, c'est une société investit 1 euro dans une formation pour un salarié, enfin pour un stagiaire, quel est le retour sur investissement de cet euro, c'est-à-dire à court terme, moyen terme ou long terme. Voilà, tout simplement. Ça m'évoque effectivement les effets de formation sur poste de travail pour les commanditaires de formation. Moi, j'avais envie de prendre cette chose sous trois aspects, c'est-à-dire qu'il y a le retour sur investissement pour le salarié ou le demandeur d'emploi, il y a le retour d'investissement pour l'employeur ou Pôle emploi, on va dire, et comme on est à l'université, il y a aussi l'étudiant. C'est-à-dire que là, l'investissement n'est pas fait de la part d'employeur ou Pôle emploi ou du conseil régional, mais il est fait de la part de la nation. Donc la nation peut être aussi en droit de se demander quel est le retour de son investissement par rapport à ces jeunes. Bon, ce n'est pas l'objet du débat puisqu'on est en formation continue. Alors, si on prend sous l'angle du salarié ou du demandeur d'emploi, on peut penser que le retour sur investissement, c'est effectivement pour lui la possibilité de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et de compétences pour pouvoir se maintenir dans son emploi ou évoluer dans son emploi et si possible se qualifier. Si c'est du point de vue de l'employeur ou du financeur, on va dire, de la formation, c'est effectivement de voir en quoi ces salariés sont opérationnels, peuvent se maintenir dans leur emploi, peuvent évoluer dans leur emploi, et du coup à l'entreprise de pouvoir aussi maintenir son niveau de qualité, son niveau d'investissement, et pouvoir continuer à décrocher des marchés. En tant qu'organisme de formation interne, ça évoque deux choses. Il y a évidemment l'investissement qu'on peut mettre dans l'évolution de l'offre de formation, comme tout organisme de formation. Et puis, il y a l'investissement et le retour sur investissement pour nos clients internes. C'est une dimension importante pour nous, puisqu'on fait partie du même groupe. Il faut que quelque part les investissements de formation soient alignés avec les stratégies de nos clients opérationnels internes. Il va falloir prendre en compte les attentes du stagiaire, il va falloir prendre en compte les attentes de l'éditeur, il va falloir prendre en compte les attentes de la société. Et il faut que tout ça, on puisse effectivement proposer quelque chose qui réunisse toutes ces conditions. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'un organisme de formation fonctionne, et qu'on puisse travailler justement avec ces contraintes, ces contraintes pour qu'on arrive le mieux possible à concilier tout ça. Mais voilà, mais je pense que les contraintes techniques sont pour nous validées par les éditeurs du marché. Voilà, les labs, les cours, les contenus pédagogiques, tout ça c'est les contraintes techniques par les éditeurs. Ensuite on va avoir un volet stagiaire, donc là on va avoir un volet pédagogie de manière le mieux possible, transmettre l'information qui nous est aussi imposée donc par les éditeurs. Et puis je pense que ça contribue en tout cas à valider toute cette partie auprès de nos clients. Pour les bénéficiaires, le retour sur investissement, il va être surtout de dépenser, d'optimiser les dépenses liées à la formation, comme je l'évoquais avant, mais aussi de les dépenser, d'orienter leurs dépenses en adéquation avec leur stratégie. Donc ça, c'est une façon dont on va accompagner nos bénéficiaires sur le retour sur investissement, c'est de monter des offres de formation qui soient pertinentes par rapport à la stratégie de l'entreprise sur les technologies, les prestations de services finalement sur lesquelles ils veulent se positionner sur le marché. Pour vous dire, pour IB Formation, donc on travaille principalement sur les métiers de l'informatique, sur tous les métiers de l'informatique. On travaille également avec les éditeurs, les principaux éditeurs du marché. Donc il y a Microsoft, VMware, Citrix, on travaille également avec IBM,
SAP. Et ça demande à la fois des investissements assez importants en termes de matériel. Donc matériel, j'entends poste de travail pour les stagiaires, mais également serveur, également lab, enfin voilà, tout ce qui concerne l'environnement technique pour les stagiaires. Et puis bien sûr, parce que les éditeurs du marché demandent à eBay certaines contraintes techniques très importantes. Et donc eBay doit les respecter pour garder, si vous voulez, le titre de partenaire privilégié. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet d'investissement, c'est bien sûr sur la partie pédagogie. Donc cette partie pédagogie, puisque nous sommes filiales de la Segos, et là aussi on a des contraintes assez importantes de notre maison mère, pour garantir la meilleure pédagogie possible, pour qu'au niveau des stagiaires, bien sûr, il y ait une transmission du savoir technique qui se fasse le mieux. Mais c'est dans le cadre d'un CIF, le retour sur investissement va profiter au futur employeur. C'est vrai aussi, par exemple, pour un demandeur d'emploi, dont la formation est financée par Pôle emploi et le Conseil régional. C'est-à-dire que c'est un investissement à moyen terme, et non pas forcément dans un effet tout à fait immédiat par rapport à une situation de salarié. Donc c'est vrai que les modalités de financement, la situation de la personne fait que ce retour sur investissement n'est pas le même. Et quand vous disiez effectivement par rapport aux organismes de formation, les organismes de formation, le problème est de savoir jusqu'où ils investissent en termes de réflexion sur la pédagogie. Ils ne sont pas universitaires. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas, mais jusqu'où ils vont. À quels moyens ils vont faire. Parce que lui, il doit être rentable, l'organisme de formation. Donc si je passe X temps à faire du remue-ménage, ce n'est pas de l'activité rémunératrice que je fais. Donc jusqu'où j'investis dans toute cette réflexion pédagogique. Donc il y a des gros organismes qui ont les moyens qui le font, et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils sont tellement là que voilà. Les investissements, ils sont de différentes natures. Ils sont d'abord sur les cours, sur la création de nouveaux cours, l'adaptation de cours existants. C'est également sur de la formation de formateurs pour pouvoir avoir des relais et un réseau suffisant pour animer nos formations. On essaie d'internaliser un maximum de formations, on fait parfois appel à des sous-traitants. Investissement sur la logistique, sur du matériel, des salles techniques, ce genre de choses. Et puis c'est aussi un investissement qui peut se faire dans tout ce qui est la veille ou l'acquisition de compétences sur les nouveaux modes de formation, les nouveaux outils liés à la formation. Nos bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, ce sont évidemment les stagiaires qui doivent bénéficier de ces investissements. Et puis la façon dont le retour qu'on peut attendre de ce type d'investissement, c'est la satisfaction de nos clients qui se mesure principalement par la popularité finalement d'un cours, le nombre de fois qu'on va le dispenser, puisque plus on va le dispenser souvent, plus on va rentabiliser l'investissement. Alors il y a deux choses. Il y a déjà, on a un outil qui s'appelle, à la fin de chaque formation, les stagiaires vont passer des tests. Alors, des tests, c'est-à-dire un questionnaire tout simplement, sur l'environnement de la salle, l'environnement technique, comment s'est déroulée la formation, comment ce qu'ils ont ressenti de la formation, est-ce que la formation correspondait véritablement à leur métier, est-ce que ça peut accompagner, si vous voulez, les accompagner dans leur formation, enfin dans leur métier ou dans la technique qui va suivre. Et ça nous donne un retour. Donc on va noter de 1 à 9. Et en fonction de ces notes-là, on va avoir un retour global sur différentes sessions, sur différents éditeurs, sur différentes thématiques. Il y a plusieurs possibilités pour avoir ce type d'information. Il y a d'une part, au niveau de notre université, il y a effectivement des enquêtes qui se font tous les ans grâce à l'Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle. Donc qui enquête les personnes 2 années après leur sortie. On attend de faire ça 2 ans après, sur la base du fait que ça permet aux personnes de se stabiliser un petit peu dans l'emploi. Parce que si on faisait à 3 mois, 6 mois, généralement, c'est des CDD, donc c'est pas intéressant. Voilà. Donc il y a ce travail qui est déjà fait au niveau plus centralisé de l'université. Après, nous, effectivement, on mène des enquêtes régulièrement à 6 mois, 7 mois, 1 an, pour avoir des informations sur le devenir, sur ce que les personnes ont fait, parce que ça nous sert aussi pour la rédaction des maquettes régulièrement, ce qui est en train de se faire en ce moment. Voilà. Et puis après, on a tout simplement le bouche à oreille, les réseaux, les gens qu'on revoit, qu'on rencontre, et à
qui on pose des questions, on dit tiens, qu'est-ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez fait, etc., etc. Donc on a effectivement de l'information qui n'est pas toujours formalisée, certes, hein, mais on a régulièrement de l'information, ce qui permet aussi, en tout cas de cause, de vérifier si la formation en elle-même correspond aux demandes du marché, hein, en dehors de l'investissement. Voilà. Donc c'est ça qui nous guide tous, les enseignants, nous, voilà. C'est toutes ces informations qui arrivent comme ça, de manière un petit peu brouillonne peut-être, mais qui permettent de savoir si effectivement ce qu'on fait est censé correspondre un petit peu à la demande des employeurs notamment. On a aussi les contacts avec le monde professionnel de par les intervenants extérieurs qui viennent, de par les enseignants qui vont dans des colloques ou dans des réunions, des choses comme ça. Un ensemble de choses, hein, ou des réactions d'autres, ou on regarde aussi ce qui se fait ailleurs dans d'autres universités par exemple, hein, évidemment, ou dans d'autres institutions de formation. Voilà, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Bon, la première façon de l'évaluer, c'est d'un point de vue financier, évidemment. Investissement dit souvent investissement financier, que ce soit un investissement en temps, in fine, c'est un investissement financier. Donc le retour sur investissement, il se fait sur le bilan financier qu'on peut faire d'une opération. Et après, effectivement, c'est la popularité d'un cours, c'est un bon indicateur sur sa qualité et sur sa pertinence par rapport aux besoins. D'accord, très bien. Est-ce que vous exploitez également les évaluations à chaud des stagiaires? Alors les évaluations, oui. Après, c'est peut-être moins lié au retour sur investissement. On fait des évaluations à la fin de chaque cours et on les analyse pour faire évoluer nos cours ou faire évoluer notre offre. Oui, il y a des retours. Alors, quand on mène des programmes assez lourds, là, on a du reporting, on va dire, et des choses assez formelles. Oui. On est engagé sur un certain nombre d'indicateurs. Et puis, sur des choses plus ponctuelles, on peut avoir des retours plus informels de l'adéquation de l'offre. Et là, encore une fois, c'est quand on va nous redemander à nouveau un cours qu'on voit qu'il a été finalement, c'est comme ça qu'on mesure le mieux qu'il a été pertinent, même si on peut y apporter aussi des améliorations pour l'améliorer. Pour nous, il y a deux volets, c'est-à-dire que l'avenir de la formation, c'est à la fois bien sûr un retour sur investissement, l'investissement de matériel, proposer davantage de formation, une meilleure pédagogie à chaque fois, de manière à s'améliorer bien sûr au jour le jour. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, c'est effectivement l'investissement, par exemple, dans une nouvelle technologie. Donc, ça va être l'e-learning, ça va être également le distanciel, ou les formations blended, qui vont permettre, qui sont plus liées à des contraintes maintenant que vont avoir nos clients, parce que par rapport à des bilans carbone, par rapport à ne pas vouloir déplacer un stagiaire d'une région à une autre, à des coûts de déplacement, on va nous demander d'investir sur ces nouvelles technologies. D'accord. Donc pour moi, je ne pense pas que le distanciel ou l'e-learning ou les formations blended vont forcément améliorer le retour sur investissement, notamment sur ma partie, qui est la partie technique, parce que la partie technique, c'est assez particulier, ça demande effectivement beaucoup de pratique. Alors très clairement, non pas si on parle des technologies qui nous sont utiles pour développer l'acte de formation. Mais nous avons fait un investissement important dans la création d'un site internet et d'un progiciel en lien avec ce site internet, donc, qui est donc un back-office et qui visiblement nous a permis de mesurer l'efficacité de l'automatisation de bon nombre de tâches administratives, convocation, facturation, attestation de formation, etc. Beaucoup de nouvelles technologies ici, c'est le master ingénierie pédagogique multimédia. Donc là, par nature, effectivement, c'est une formation qui utilise beaucoup les nouvelles technologies et qui tous les ans évolue. Donc là, effectivement, là, on peut dire qu'il y a un impact réel, puisque ça fait aussi l'objet de travaux de recherche, de comment cette nouvelle technologie peut être mise au service de la formation, au service de la création de logiciels, etc. Bon, après, il y a aussi, aujourd'hui, ça fait partie aussi des réflexions, tout ce qui touche à enseignement à distance, e-learning, formation ouverte à distance, voilà.
tous ces concepts autour de la formation dite à distance, là aussi, je veux dire, l'arrivée des nouvelles technologies change beaucoup. Moi, je n'ai pas d'informations économiques là-dessus. Je ne peux pas vous dire. Mais bon, quand on regarde les grands groupes qui se lancent dans l'enseignement à distance, c'est que, comme vous dites, je pense qu'ils ont vite fait le calcul qu'une fois qu'on fait revenir des gens, les salaires, les coûts de transport, l'hébergement, etc., certainement que ça coûte beaucoup plus le temps. Il n'y a pas qu'en termes de coût, il y a en termes de disponibilité de temps. Je pense qu'ils ont vite fait de faire leur calcul, quoi. Du point de vue, nous, d'organismes de formation, nos formations à distance sont les mêmes que les présentielles. Et on est dans du diplômant. Donc, je veux dire, les personnes ont les mêmes cours. C'est le support et les modalités pédagogiques qui sont différents. Mais le contenu de la formation est le même. Voilà. Donc, c'est vrai que la distance permet à des gens de suivre une formation parce qu'ils ne peuvent pas venir. Voilà. Maintenant, si c'est de dire, voilà, on a une formation courte qu'on met à distance, est-ce que... Là, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de... Nous, on ne fait pas ça. Donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire, c'est effectivement, nous, comme on est sur du diplômant, on a cette offre-là qu'on essaie de développer parce que ça peut répondre effectivement à des demandes de personnes qui sont éloignées et qui ne peuvent pas venir pour des tas de raisons. Le résultat final étant que s'ils obtiennent le diplôme, on peut penser que le travail a été satisfaisant. Maintenant, est-ce que sur la tenue d'un poste de travail, il y a une différence, ou il y aurait une différence entre le fait d'avoir fait la formation en présentiel ou à distance? Je ne sais pas. Mais ça serait, je pense que c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément non plus les mêmes publics. C'est-à-dire qu'en enseignement à distance, on n'a que des publics de formation continue. En présentiel ici, on a des étudiants. Voilà. D'accord. Donc, on sait bien aussi que les façons d'apprendre n'étant pas les mêmes, etc. Bon. Donc, il y a certainement beaucoup de critères qui jouent, qui ne sont pas liés à la modalité pédagogique en elle-même. Un investissement assez fort qui est fait au niveau du groupe, dont on bénéficie au sein de l'Institut. Et ça nous permet d'intégrer dans nos parcours, dans nos cursus, dans nos cours, ces nouveaux modes pour dispenser des cours. Et c'est là aussi où on voit l'impact sur le ROI. C'est notamment dans la capacité à rendre l'offre plus accessible, finalement, puisqu'on va réduire les coûts de déplacement, donc ça va être vrai pour les stagiaires, pour les formateurs, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire baisser le coût d'une formation, donc la rendre plus accessible, ou avoir un retour sur investissement plus rapide. On va aussi, du fait d'éviter les déplacements, on va la rendre éligible à une cible plus large de population. Donc voilà, on va pouvoir augmenter le nombre potentiel de participants et ainsi améliorer la rentabilité, l'accélérer, voilà, en ayant plus de volume notamment. Alors là, je reprendrai juste ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on a une fiche donc informatisée qui permet sur une vingtaine de questions de bien comprendre comment s'est déroulée la formation. On va également avoir une fiche qui va être pour le formateur, qui devra également lui remplir pour savoir son ressenti aussi sur la formation, sur la partie technique, sur comment s'est déroulé. Ce qui est important aussi, c'est bien sûr comment fonctionne l'environnement. Il se mesure par, au fil des années, la fidélité ou la fréquentation, le développement de la fréquentation de ces séminaires par nos formateurs. Notre évaluation, elle est sur l'évaluation des compétences acquises au cours de la formation. Ça ne dit rien de la capacité développée par le formé sur son poste de travail. Et on n'a pas d'outils, nous, organismes de formation, mais surtout les commanditaires n'ont pas d'outils à nous proposer, ni d'indicateurs en termes de retour sur investissement. Pour le ROI, encore une fois, c'est surtout basé sur
la popularité d'un cours, hein, la popularité, c'est encore une fois, c'est une question de pertinence et de qualité. Il peut arriver malgré tout qu'on doive investir dans des sessions orphelines, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais en tout cas des cours qu'on va jouer qu'une ou deux fois. Donc là, il peut y avoir un investissement assez fort en amont pour un retour sur investissement assez faible, en tout cas en termes de volume, mais qui peut peut-être être lié à un contrat avec un client externe ou quelque chose comme ça. Ouais, on est vraiment sur ces indicateurs, au-delà de l'aspect financier, les indicateurs de volume, le nombre de sessions, le nombre de stagiaires formés sur un cours sont les bons indicateurs du retour sur investissement. On peut avoir des projets qui démarrent et qui nécessitent de renforcer les compétences des équipes. Donc ça n'était pas prévu, on doit le prendre en compte et on doit pouvoir apporter une offre en réponse à cette demande. Donc là, c'est plutôt du cas par cas, et pour limiter, pour optimiser le ROI, on va essayer d'optimiser tout le côté ingénierie, donc peut-être d'aller chercher plus à l'extérieur des choses sur étagère qu'on va pouvoir exécuter qu'une seule ou deux fois, puisque un bon investissement interne, il doit se rentabiliser sur une période assez longue, donc sur un nombre de sessions assez long. Si on n'a pas cette capacité, ce volume, on va peut-être aller chercher des solutions sur étagère à l'extérieur. Alors en fait, il n'y a pas de... Pour vous dire, moi, j'ai pas eu de négociation particulière sur la ROI. D'accord. Particulier. Donc on va parler effectivement de la qualité des prestations, du rendu de la prestation. Nous, IB, on s'oriente véritablement sur la qualité de la prestation rendue et du retour stagiaire, parce qu'on considère qu'un stagiaire qui a suivi une bonne formation et qui est satisfait de sa formation, c'est qu'elle correspond parfaitement à son futur métier ou à son métier. Donc c'est un parcours de compétences qui s'est mis en place. Et donc voilà, ça c'est notre critère. Donc nous, arriver chez un client et maintenant leur sortir tout un fichier leur permettant de comprendre qu'effectivement le stagiaire, on a eu des bons retours. Pour nous, ça participe, si vous voulez, à faire comprendre à notre client que c'est une ROI positive, en tout cas pour lui. Dans notre environnement, sachant qu'on s'adresse à des enseignants qui ont du coup éduqué et développé les apprentissages des élèves, le retour sur investissement des commanditaires qui peuvent être leur chef d'établissement ou leur équipe diocésaine est très difficile à mesurer par rapport à un retour sur investissement, formation sur des gestes professionnels techniques et très précis. Donc nous, on prend quand même en compte dans l'analyse des demandes de formation, je pense surtout des formations en intra-établissement, la finalité poursuivie par le commanditaire, qu'on traduira en but de formation et en objectif de formation. Ensuite, pour les formations inter-établissement, c'est analyser quand même le contexte socio-économique de l'environnement professionnel des enseignants ou des personnels de droit privé qui nous permettent en interne de définir les effets attendus de la formation pour répondre à des exigences institutionnelles. C'est plus compliqué dans notre situation parce que généralement les personnes qui viennent, c'est elles qui viennent, c'est des démarches individuelles et non pas des démarches d'employeurs. On n'est pas dans le cadre d'une commande d'employeur, on est bien dans une démarche individuelle. Donc je dirais que c'est presque plus à la personne de vendre à son employeur cet investissement pour dire effectivement si je fais ça c'est parce que je pense que je vais pouvoir m'améliorer. Voilà. J'ai rarement des contacts directs avec les employeurs qui se questionnent de savoir effectivement en quoi la formation qui va être suivie par leurs salariés va être effectivement efficace pour l'usage, dans leur usage au quotidien.
Alors on ne peut pas forcément parler de négociation, puisque là encore, comme on est un organisme de formation interne, on n'a pas un but lucratif, donc on est là pour porter nos coûts, donc à être rentable, on va dire, mais on ne cherche pas à faire du bénéfice quelque part. Et ça, nos entités internes, enfin nos clients internes le perçoivent bien. Par contre, on peut parler de conseil, conseil dans l'utilisation des fonds. Donc là, pour que nos clients internes fassent une bonne utilisation de leur fonds de formation, en privilégiant, parfois en essayant de mutualiser les besoins entre les différentes entités, en orientant les entités vers telle ou telle offre, vers des sessions qui seront peut-être, d'essayer d'aller vers des sessions intra-entité, intra-entreprise, plutôt qu'inter-entreprise. Donc on va essayer, mais ça tourne souvent autour de la mutualisation des besoins finalement pour aller vers l'optimisation des investissements. Et puis ça peut être aussi du conseil sur l'utilisation de financement externe, ça peut être du conseil sur la pertinence d'un cours. Bien souvent, les clients peuvent arriver avec une idée toute faite, on va dire, de ce qu'ils veulent, et c'est à nous aussi de les orienter peut-être vers des offres plus pertinentes, en argumentant sur la qualité, la pertinence, par rapport à leurs besoins. Alors, nous, notre objectif, bien sûr, puisqu'on a des grands comptes, des petits comptes, on a une politique, bien sûr, de très bien travailler avec nos clients, donc de fournir des produits, enfin de fournir en tout cas des prestations de qualité, des prestations de conseil également. On a aussi cette volonté, bien sûr, comme toute entreprise, de conquérir des prospects, mais on différencie ça, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de la qualité et on essaie vraiment de prendre de s'agrandir au niveau du parc de nos clients. Mais on a toujours cette idée-là, et c'est peut-être aussi parce qu'on a une maison mère qui a presque maintenant 100 ans d'existence et qui a toujours misé sur la grande qualité, en tout cas des prestations qui étaient délivrées. Le stagiaire, c'est important, c'est primordial. Et donc on va tout faire effectivement pour qu'il se sente le mieux possible dans l'environnement. En tout cas, qu'ils ressortent, si vous voulez, de cette formation et qu'ils se disent oui, j'ai compris quelque chose, j'ai appris quelque chose, je vais retourner en mission et là je vais pouvoir, je suis monté en compétence. Donc c'est bien pour le stagiaire parce que souvent, vu qu'on travaille avec des éditeurs, il y a des certifications qui sont associées aux stages qu'on propose. Donc ça c'est extrêmement important, bien sûr qu'ils soient bien formés pour maximiser les chances de passer les certifications. Et puis c'est bien aussi pour l'entreprise parce que derrière, quelqu'un qui est certifié, bien sûr, peut une meilleure employabilité. L'évaluation à chaud n'est pas un outil qui est forcément, enfin, de mon point de vue, n'est pas un outil à corréler avec la question du retour sur investissement. Le retour sur investissement, j'ai travaillé par exemple dans un passé professionnel avec les papeteries de l'Ouest. Le retour investissement, il était clairement quantifié en termes de rythme de travail. Il y avait une analyse fine de l'ergonomie du poste et la formation devait permettre d'augmenter des rendements, d'augmenter une qualité de transmission d'informations entre les différents postes sur une chaîne de travail. Enfin, il y avait des éléments qui allaient être quantifiés réellement et évalués au retour sur le poste et qui permettaient de mesurer le retour sur investissement. Plus on va évaluer ce ROI, plus on va avoir une offre pertinente finalement par rapport aux besoins de nos clients internes et un peu aussi externes, plus on va attirer à nous les budgets de formation et plus on va pouvoir développer notre offre. Donc c'est évidemment un cercle vertueux finalement sur les investissements. Non, comme je vous dis, on a des informations comme ça, mais très, très dans le détail en disant est-ce que ça c'est vraiment important ou ça ne l'est pas. Là, il n'y a que les pédagogues qui pourraient vous répondre. Savoir si eux, ils ont suffisamment de retours par rapport à ça. Alors, on peut avoir des retours en disant ouais, ces unités-là, on peut se questionner. Le problème, c'est que
c'est des interrogations que peuvent avoir les étudiants et stagiaires pendant la formation. Donc ça nous est déjà arrivé, hein, des gens disant ouais, on a fait ça. Sauf que quand on les revoit 2-3 ans après, ils disent ah bah en fin de compte, ça nous a servi, on a ressorti les bouquins, les cours, parce qu'effectivement, en premier lieu, on ne voyait pas trop ce que ça faisait, parce qu'on était, voilà, mais qu'après, avec le recul, donc d'où les enquêtes plutôt à plus long terme. Sûrement, mais Malik va nous faire un cours là-dessus. Je ne peux pas vous répondre directement. Oui, bah, on voit bien un petit peu les difficultés qu'il va y avoir. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile de voir là, concrètement en quoi ça va nous impacter. Bon, en même temps, les salariés en plan de formation, c'est pas non plus la majorité de notre public. Bon, donc je sais pas, je peux pas vous dire si ça nous impactera de manière importante ou à la marge. C'est compliqué aujourd'hui. Je sais pas.